La plus puissante flotte britannique à voile de l'histoire avance pour écraser l'armada franco-espagnole. Les canons sont prêts, le plan est clair. Dans quelques minutes, le destin de cette bataille explosera à courte distance. Les Anglais sont confiants. Pour eux, cela ressemble à une nouvelle victoire, comme toutes celles qu'ils ont déjà remportées auparavant. Ils vont approcher, briser la ligne et tout anéantir à courte portée. Tout est sous contrôle. Tout est familier. Mais à cet instant précis, quelque chose d'impossible apparaît à l'horizon. Derrière la ligne française, une forme qu'on distingue à peine, immobile, étrange. Pas de fumée, aucun signal, et rien dans sa silhouette ne ressemble à un navire connu. Au premier regard, cela ne paraît même pas menaçant. Et pourtant, personne ne peut détacher les yeux. L'un d'eux pense alors à la chose qu'il redoutait le plus. Est-ce vraiment un navire ? Et à cet instant, dans les eaux de Trafalgar, deux guerres différentes sont sur le point de commencer. D'un côté, des voiles, des cordages, des coques en bois, des monstres à 104 canons, des vaisseaux de ligne à 74 canons, des bordées capables de tout ravager à courte distance et une machine de guerre animée par la seule force des épaules et des bras de centaines d'hommes. De l'autre, un destroyer français moderne, un léviathan d'acier de 153 mètres, 48 missiles Aster, 8 Exocet anti-navires, 2 canons de 76 mm, des armes de défense rapprochées de 20 mm, du radar, du sonar, de la guerre électronique et une vitesse qui monte jusqu'à 29 nœuds. Et la plus grande différence, c'est celle-ci. En 1805, aucun navire ne peut vraiment le comprendre ni le toucher à cette distance. Sur la passerelle du destroyer, les conversations s'arrêtent. Tout le monde voit la même chose. En face, il y a la flotte anglaise de l'époque napoléonienne. C'est 1 contre 30. Pas de fumée de canon, des écrans radars, pas de pavillon de signal, du suivi de cible en temps réel. Mais cette supériorité n'est pas infinie. Chaque obus, chaque missile embarqué sur le Léviathan compte. Chaque décision est irréversible. En face, les Anglais avancent en 2 colonnes. La flotte de Nelson sait approcher, rompre une ligne et faire parler les bordées à courte distance. Un vaisseau de premier rang peut, en une seule bordée, cracher des centaines de kilos de fer sur l'ennemi. À cette distance, on ne parle plus d'un simple navire en bois, on parle d'une puissance capable de déchirer une ville. Mais le vrai problème est là. Avant d'entrer à courte distance, le destroyer doit survivre. Peut-il vraiment le faire ? Le destroyer désigne sa première cible, un Exocet. Le son est presque absent. Et quelques secondes plus tard, sur l'horizon, le flanc d'un navire anglais s'ouvre. Ce n'est pas un trou rond, comme celui laissé par un boulet de canon. C'est une déchirure brutale dans la coque, du feu à l'intérieur, de la destruction sur le pont supérieur et une rupture immédiate dans la chaîne de commandement. Les Anglais ne comprennent pas ce qui vient de se passer, parce que dans leur monde, un navire prend un boulet, ou brûle, ou se fait aborder. Mais ici, il vient d'être percé à distance par quelque chose qu'il n'a même pas vu. Le deuxième coup vient du canon de 76 mm, des dizaines d'obus par minute. Chaque tir de ce canon moderne déchire l'ordre même de la guerre navale de 1805. Les canonniers anglais, eux, doivent se rapprocher pour espérer toucher. Le Léviathan, au contraire, peut changer d'angle et tirer à des kilomètres. Le mât d'un vaisseau se brise, la batterie supérieure d'un autre se tait. Le gouvernail d'un troisième n'existe déjà plus. En 10 minutes, la psychologie du combat change totalement. Du côté franco-espagnol, il y a d'abord le silence, puis les cris, puis l'espoir. Chez les Anglais, c'est d'abord la colère, puis la confusion, puis cette chose beaucoup plus dangereuse, l'incompréhension. Parce qu'une menace qu'on ne voit pas est parfois plus terrifiante que l'arme elle-même. L'officier radar du destroyer compte les lignes qui approchent. Le commandant ne veut pas gaspiller ses missiles. Parce que les Exocet, ce sont les vrais coups de poing. Il n'y en a que 8 seulement. Et chacun d'eux, avec des centaines de kilos de charge militaire, peut sortir un navire de combat de la partie. Mais en face, ce n'est pas un ennemi qui arrive seul, c'est toute une flotte, en ligne, par vagues, par masse. Alors les missiles sont réservés aux cibles qui peuvent vraiment basculer l'équilibre. Les gros navires en tête, ceux qui portent les ordres, ceux qui peuvent refermer la ligne. Les Aster, eux, ne servent presque à rien dans cette bataille. À la base, ces missiles sont faits pour abattre des avions et d'autres missiles. L'Aster 15 porte à environ 30 km, l'Aster 30 à environ 100.
Ils forment l'ossature de la défense aérienne. Mais à Trafalgar, il n'y a ni avions ni missiles. Autrement dit, une grande partie des armes les plus avancées du destroyer restent simples spectatrices dans cette guerre. Attendez, maintenant, le commandement, c'est vous. La stratégie du prochain combat, celle du prochain épisode qui apparaîtra à la fin de la vidéo, c'est vous qui allez la décider dans les commentaires. Je choisirai le commentaire le plus intelligent et je mettrai son auteur avec sa stratégie dans la prochaine vidéo. Maintenant, revenons à Trafalgar. C'est là que le véritable équilibre commence. L'arme la plus moderne du navire devient en même temps l'arme la plus primitive de cette époque. Les Anglais, eux, ne le savent pas. Tout ce qu'ils voient, c'est un léviathan d'acier qu'aucun boulet ne semblait percer et qui frappe de loin. Ils n'ont donc qu'une seule option, approcher. Un 74 canon anglais, s'il arrive à porter, peut faire partir 2 bordées en quelques minutes. Et si plusieurs navires entrent en même temps dans cette zone, alors même si la coque d'acier ne cède pas, les radars, les antennes, les optiques, les capteurs exposés et la superstructure commencent à souffrir. Une bordée frôle le destroyer. La seconde volée arrose la partie supérieure d'éclats de bois et de métal comme de la mitraille. Une surface radar est touchée. Un capteur externe se tait. L'alarme retentit. Pour la première fois, l'équipage sent vraiment la guerre. Le destroyer accélère. À l'époque de la voile, 29 nœuds, c'est presque un miracle. Il casse l'angle, rallonge la distance, revient, puis tire de nouveau. Ce n'est plus une bataille navale, c'est une chasse. Mais même le chasseur a ses limites. Les canons de 76 mm peuvent tirer longtemps, mais pas pour toujours. Le tude chauffe, il faut recharger. Les armes de défense rapprochées sont terrifiantes contre les hommes et les ponts exposés, mais elles ne coulent pas à elles seules un vaisseau de ligne. Le nombre d'exocets diminue, et chaque missile tiré retire au navire l'une de ses armes les plus tranchantes. Les Anglais commencent aussi à apprendre. Ils n'avancent plus tout droit, ils se cachent derrière la fumée. Ils utilisent les navires endommagés comme écran. Ils essaient de refermer le piège par les deux côtés. Certains servent même d'appât, parce qu'ils comprennent une chose. De loin, ce monstre ressemble à un léviathan. Mais de près, cela reste un navire. Et au moment où cette idée se répand, la panique laisse place au courage. C'est là que la bataille se durcit. Le destroyer brise encore 2 navires à distance. L'un brûle, l'autre quitte la ligne. Mais un troisième approche, puis un quatrième. Certains entrent maintenant dans la zone de destruction rapprochée. C'est là la vraie distance de destruction de Trafalgar. C'est là que des centaines de canons tonnent en même temps. C'est là que les navires en bois se déchirent les uns les autres. Et c'est là, malgré l'écart des siècles, que le destroyer sent la première fois la pression. La coque d'acier tient bon, mais la superstructure encaisse. Un mât caméra est arraché. Les communications se dégradent. Le personnel sur le pont ne peut plus se montrer. Et dans la tête de l'équipage, une question apparaît. Peut-on vraiment tenir jusqu'au bout? L'avantage psychologique reste du côté français, parce que les marins anglais voient les navires à côté d'eux se taire après un seul coup. Certains disent que c'est un châtiment divin, d'autres disent que les Français ont construit une forteresse de fer, et certains veulent déjà reculer sans attendre les ordres. La rumeur sur un champ de bataille va parfois plus vite qu'un boulet. Mais l'effondrement moral n'est pas total, parce que la flotte de Nelson est obstinée. Elle sait qu'on ne gagne pas en fuyant, mais en approchant. Le destroyer, lui, ne cherche pas une victoire parfaite. Il cherche à casser l'équilibre. Il frappe les navires de commandement, il disperse la ligne anglaise la plus ordonnée, il fait tomber les mâts, il détruit les gouvernails, il déclenche des incendies et il ouvre une espace de respiration pour la ligne franco-espagnole. Au bout de plusieurs heures, les Anglais reculent. Ils ne disparaissent pas, ils ne sont pas écrasés jusqu'au bout. Mais leur ordre est brisé, leur approche est fragmentée, et le résultat de Trafalgar s'inverse. Les Français gagnent, mais cette victoire n'est pas parfaite. Le destroyer flotte encore, mais il a perdu une partie de ses yeux. Ses missiles diminuent, ses obus s'épuisent. Certains systèmes sont endommagés et l'équipage le sait. S'il fallait affronter une deuxième grande bataille le même jour, ce serait peut-être la dernière. Alors oui, un destroyer français moderne battrait les Anglais à Trafalgar, parce qu'il voit plus vite, frappe plus loin, tire avec plus de précision et brise l'esprit ennemi dans les premières heures. Mais il ne les écrase pas facilement. Parce qu'une guerre, ce n'est pas une liste d'armes, c'est un processus fou. Et si tu veux entendre quelque chose d'encore plus fou, alors il faut voir comment un bombardier fantôme moderne pourrait à lui seul transformer les plages de Normandie en enfer.